À 60 ans, il est devenu l'enfant terrible du PDCI RDA, contre les caciques de son parti, contre son président Tidiane Thiam. Il annonce sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Il trace sa route en marge des instances du PDCI. Et si son pari était un pari gagnant? Pourra-t-il aller au bout de sa démarche? Avec quel soutien compte-t-il se lancer dans la course à la présidentielle et avec quel projet veut-il convaincre les Ivoiriens? C'est une exclusivité cette info. Jean-Louis Billon est l'invité de Droit dans les yeux. Jean-Louis Billon, bonjour. Bonjour. Merci vraiment d'avoir réservé à cette info vos premières déclarations et explications après l'annonce assez solennelle de votre candidature à l'élection présidentielle lors d'une conférence de presse le 26 mai dernier. Billon, candidat. C'est une petite musique que l'on a déjà entendue en d'autres temps. Mon engagement ne fléchira pas, avez-vous récemment écrit. Pourquoi cette fois-ci serait-elle la bonne? En d'autres termes, êtes-vous déterminé à aller au bout de cette candidature? Alors merci de me permettre de donner les précisions. Alors vous avez dit que c'est une petite chanson qu'on a déjà entendue. En réalité, non. C'est la seule et première fois que j'ai déclaré ma candidature à l'élection présidentielle. Et je l'ai fait depuis 2021. Je l'ai annoncé. Et depuis 2021, j'ai été constant en disant que je ne dérogerai pas à ce principe de conserver ma candidature. Donc, vous me trouvez déterminé? Oui, je le suis parce que je me suis préparé pour cette date. Je me suis préparé pour 2025. Et je suis prêt et je continue, vaille que vaille. Mais avez-vous aujourd'hui les cartes en main pour aller jusqu'au bout, justement? Les cartes en main, ce sont les électeurs ivoiriens. C'est eux qui vont dire oui, on vote pour vous. Est-ce que moi j'ai les cartes en main pour aller jusqu'au bout? Oui, personnellement, ma démarche s'inscrit pour le 25 octobre 2025. Les cartes en main, c'est par exemple lors de votre conférence de presse où vous avez affirmé, je vous cite, « Je demeure militant du PDCI RDA, je suis candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 pour le PDCI RDA ». Vous mesurez la surprise des observateurs et des Ivoiriens. Parce que je rappelle que ce parti a désigné son candidat à peu près 98% lors d'une convention, et ce candidat, ce n'est pas vous. Alors comment allez-vous faire pour rendre cela possible? Eh bien, aujourd'hui, le parti, le PDCI, n'a pas de candidat, parce que le candidat choisi, de façon rocambolesque, hein, je tiens à le rappeler quand même, n'est pas retenu sur la liste électorale. Et il n'est pas retenu sur le plan administratif, sur le plan légal, par manque de préparation, par manque d'anticipation. Et je l'ai toujours dit d'entrée de jeu, par la faute d'un entourage mal choisi au sein du PDCI. Donc vous pensez que c'est une impréparation, une sorte de légèreté par rapport à l'échéance? Oui, bien sûr, parce que quand on est candidat à l'élection présidentielle, on regarde tous les contours et tous les textes pour voir si on remplit les conditions de façon intégrale. Ayant une double nationalité, tous ceux qui ont une double nationalité connaissent l'article 48, quand vous êtes en politique. C'est impensable de se faire avoir comme un bleu. Surtout pas du PDCI. C'est pour ça que je me dis, est-ce sa faute à lui ou celle de ceux qui sont supposés être des sachants au sein du parti? Il y a eu de la précipitation, à votre avis? Il y a eu de l'impréparation, de la précipitation. Mais au PDCI, on entend dire il n'y a pas de plan B. Sous-entendu, on préfère presque qu'il n'y ait pas de candidat plutôt que de présenter un candidat que les militants n'ont pas choisi. Sur quoi vous comptez pour renverser cette situation? Ça, c'est ceux qui, par orgueil, ont peur d'affirmer qu'ils ont eu tort. Mais ce n'est pas un problème dans la vie de reconnaître, de s'être trompé et de changer. Quand un parti politique vous dit qu'il n'a pas de plan B, c'est grave. Quand un homme d'affaires vous dit qu'il n'a pas de plan B, c'est grave. Quand un général d'armée vous dit qu'il n'a pas de plan B, c'est grave. Ça veut dire qu'il part directement vers la défaite possible et même certaine. Parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver. Moi, j'ai un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. J'imagine toutes sortes de plans.
Alors, justement, on a l'impression que ça commence un peu à bouger à l'intérieur du PDCI, parce que la coordination des cadres du PDCI RDA a demandé une convocation urgente d'un congrès extraordinaire afin de désigner un nouveau candidat pour le parti. Donc vous y voyez un signe de ces mouvements? Alors, en toute honnêteté, de nombreux cadres dans le parti ne sont pas heureux de ce qui se passe. Ils voient très bien que le parti est en train de partir tout droit dans le mur et ils disent bien sûr qu'il nous faut un plan B. On ne peut pas s'asseoir et dire... et personne, aucun d'entre nous n'a un titre foncier sur le parti. Nous sommes des militants par choix individuel, par choix démocratique. Personne ne nous a imposé d'être membre de ce parti. Donc, quand vous êtes membre du parti, vous défendez le parti d'abord. Le parti doit être au-dessus de vous. Vous incarnez pas, en tant que seul individu, un parti politique. C'est une association. De nombreux cadres qui s'inquiètent, et la coordination des cadres, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. La coordination des cadres, c'est peut-être une instance existante ou... Oui, ce sont des cadres qui se sont mis ensemble pour s'exprimer. Mais elle n'a pas une existence officielle. Ceux-là se font entendre, mais il y en a d'autres. Vous savez, la majorité est toujours silencieuse. Et au PDCI, encore plus qu'ailleurs. Donc vous comptez sur quoi? Sur au final, un ralliement du PDCI? Vous savez, moi j'avance. J'ai décidé d'avancer et je vais avancer. Si le PDCI se ravise et dit nous avons un candidat en la personne de Jean-Louis Billon, ils me rejoindront. Et s'ils ne se ravisent pas, je gagnerai. Et ce sera un membre du PDCI qui remportera l'élection quand même. Voilà. Vous voyez, c'est en ça que je vous trouve assez déterminé, je l'avoue, parce que dans votre déclaration, même dans votre déclaration de candidature, vous avez envisagé cette hypothèse d'une candidature, je vous cite, même en dehors des structures traditionnelles. Traduction, même si le PDCI ne se rallie pas à vous. Donc c'est bien ça qu'il faut entendre. Tout à fait. Mais donc le soutien officiel du PDCI vous importe peu finalement. Est-ce que c'est une manière... Je ne peux pas dire ça. Est-ce que c'est une manière alléchante de les attirer? Parce que ceux qui m'entourent sont des acteurs du PDCI. Ceux qui marchent avec moi au quotidien sont des acteurs du PDCI. Donc je ne peux pas vous dire non. Mais dans la forme, si le PDCI ne va pas déposer la candidature d'un candidat, la mienne se fera en dehors des instances du parti. Vous tracez votre route quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Mais M. Billon y aller sans le parti, sans la structure du parti, sans ses cadres, sans ses militants, est-ce que ce n'est pas un défi impossible à relever? Pas du tout. Mais c'est vous qui dites sans ces cadres. Au contraire, ils sont là. Mais si le parti en tant que moment venu, en tant que tel ne s'engage pas, ils sont là où? Ils vont être là de manière informelle. Mais ce n'est pas la même chose que la machine du parti qui se met en marche pour une candidature. C'est pareil. C'est pareil. Pourquoi? Ceux qui vont tenir les bureaux de vote, ceux qui font campagne avec moi, c'est la même chose, d'une part. Et d'autre part... Et vous aurez le nombre de gens suffisants pour tenir les bureaux de vote? Il ne faut pas voir aujourd'hui en Côte d'Ivoire les partis politiques comme un passeport pour la victoire. Nous appartenons à des partis politiques, mais nous sommes en minorité par rapport à la population. Quand vous regardez les dernières élections, les taux de participation ne font que baisser. Oui. Une commune comme Yopougon, il y a presque 700 000 électeurs. Je ne sais pas combien ils seront sur ces dernières listes électorales, mais il n'y a eu que 100 000 et quelques votants. Et les autres 500 000. Ils ne regardent pas le parti politique. Vous faites un peu le même raisonnement. Donc il y a plus de personnes en dehors des partis qu'il faut convaincre que ceux qui appartiennent à un parti. Il y a quelques semaines, dans ce fauteuil, il y avait M. Vincent Toby, l'ancien préfet, qui a présenté sa candidature et qui fait le même raisonnement que vous. Et il a raison. Il compte sur les abstentionnistes, en réalité, pour essayer d'attirer à lui et vous à vous les Ivoiriens qui vont essayer de s'intéresser à la campagne, quoi. Qu'on se le dise franchement, les Ivoiriens, dans leur grande majorité, sont déçus de la classe politique. Ils se disent c'est toujours les mêmes qui viennent et qui font la même chose. Avec moi, ils auront quelqu'un de différent. Je n'appartiens pas à la classe politique traditionnelle. Je ne fais pas que de la politique. Je travaille en dehors de la politique. Et c'est fort de vous êtes dans le paysage politique depuis un bout de temps. Oui, bien sûr. En ayant été ministre, tout ça. Parce que je sais une chose également, c'est que les Ivoiriens travailleront mieux si on leur offre un environnement meilleur. Et l'environnement que les politiques ont l'habitude d'offrir aux Ivoiriens est un environnement
trop politique. Alors nous Il faut verrons qu'il tout soit à beaucoup l'heure, plus économique et social. dans la deuxième partie de cette émission, justement ce que vous proposez aux Ivoiriens. En attendant, je voudrais revenir un petit peu sur le PDCI. Vous appelez à un renouveau démocratique au sein du PDCI. Mais pourquoi vous-même, vous n'avez pas participé, par exemple, à la convention qui a désigné le candidat? Cela aurait peut-être éclairci la situation. Mais je l'ai dit même ici. Pourquoi je ne m'étais pas présenté? Parce que je ne remplissais pas les conditions pour être candidat. À la convention? Je parle de la convention. Ah oui, je ne parle pas à la tête du PDCI. Ça, on le sait, vous n'aviez pas vos 10 ans de bureau politique. J'arrive. Mais il se trouve que le président qui a été choisi ne remplissait pas les conditions non plus. Nous avons contesté la manière dont on a choisi notre président. Oui, mais vous n'étiez pas là pour être une alternative. C'est pas le sujet. Ah, si? C'est pas le sujet. À partir du moment où, au départ, l'élection était viciée, de bout en bout, tout est vicié. Et il faut voir que la juge a rappelé que tous les actes posés sont nuls et de nul effet. Sans pour autant annuler son élection à la tête du parti. Bon, oui, on dirait qu'il avait démissionné, il s'était fait réélire, mais bon. Elle dit clairement qu'au moment où il était, donc un président qui n'est pas légitime ne peut pas convoquer une convention. Donc c'est sous cet argument-là que vous vous êtes dit, je ne vais pas dans une convention qui n'est pas légitime. Qui n'est pas légitime. Et d'une part, j'avais dit, je n'irai que dans une convention qui soit convoquée régulièrement. Elle ne l'a pas été. Le professeur Maurice Kakugikawe l'a répété pour le 9e congrès encore. Et une convention éclatée, pourquoi? La dernière fois, on avait fait une convention éclatée parce qu'il y avait la Covid-19. Et là, pourquoi? Pour aller vite. Non, pas pour aller vite, pour tricher. Bon, voilà. Au moins ça c'est dit. Mais alors justement, comment vous interprétez la démission récente du professeur Gikawe? Il était conseiller politique du président Thiam. Est-ce que ça fait de lui un allié pour vous d'ailleurs? Le professeur Maurice Gikawe a toute sa vie défendu le PDCI. Il a même fait de la prison pour le parti. Et moi je respecte ceux qui se sont battus hier et qui se battent encore aujourd'hui pour le parti. Je me souviendrai toujours d'hier. Et malheureusement, le PDCI, ces derniers temps, semble ne plus avoir de mémoire. Et c'est regrettable. Donc, le professeur Maurice Kakugikawe précise qu'il est conseiller et des décisions sont prises sans le consulter. Donc, ne servant à rien, il démissionne. Je pense que son acte est un acte juste et que tout le monde comprend. Est-ce que ça fait de lui un allié pour vous? Oui, bien sûr, ça fait de lui un allié pour moi parce qu'il défend le PDCI et qu'il veut la grandeur du parti. Et peut-être qu'il va se placer sous la bannière de M. Billon? Faudra lui demander. Mais alors, qu'est-ce que vous reprochez en termes de démocratie, de fonctionnement démocratique au PDCI? Donc vous dites que la convention a été mal convoquée, tout ça n'est pas la légitimité du patron, du président, le fonctionnement lui-même. Vous savez, qu'est-ce qui tourne par rond? Je vais vous dire. On ne peut pas, nous, partis politiques, se plaindre du non-respect des textes dans le pays quand nous-mêmes on ne respecte pas nos propres textes. On a mis en place, après le décès du président Henri Konan Bédié, un président par intérim qui lui-même met en place un comité électoral qui édicte des règles pour se présenter. Et ces règles ne sont pas respectées. On enlève Noël Akossi Benjo en disant qu'il a un risque juridique. On dit la même chose à Maurice Kakugikawe. Et après, on essaie de les faire revenir tout simplement pour légitimer celui que eux s'étaient déjà entendus de choisir, le comité électoral qui n'est pas resté neutre, alors même qu'il ne remplissait pas les conditions. Et moi, je l'ai dit, à savoir 10 ans de bureau politique, hein, il a été nommé en 2023, il n'avait pas les 10 ans de bureau politique. Alors ils disent, oui mais il a payé ses arriérés.
Mais dans les mêmes règles, il y avait un militant actif à jour de ses cotisations. Si vous payez des arriérés, c'est que vous n'étiez pas à jour de vos cotisations. Et c'est la raison exacte pour laquelle vous-même, vous avez renoncé à vous présenter à la présidence du parti. Exactement. Donc, le parti s'est mal comporté dès le départ. Et beaucoup avaient décrié cela. Mais comment vous allez faire pour rallier tous ces gens à vous, alors que vous êtes fondamentalement pas d'accord sur la manière dont ça a été fait? Souvenez-vous que Moïse Komwe, qui était candidat à la présidence, s'est retiré en disant, au vu de comment est mené le processus électoral, il préfère se retirer. Voilà. Donc il avait tout dit. Donc, arrêtons aujourd'hui de nous plaindre en disant, oui, on a enlevé notre président de la liste électorale. Donc vous comptez sur l'intérêt bien compris des responsables, on va dire autour du président Thiam, pour éventuellement comprendre qu'il est de l'intérêt du parti de vous rejoindre. Le président Thiam a été trompé par ceux qui lui ont fait croire qu'il pouvait être candidat. Parce qu'eux savaient qu'il ne pouvait pas être candidat. Est-ce que vous pensez que cette impossibilité d'être candidat, liée à une question juridique, est irréversible? Ou est-ce que les miracles de la politique pourraient faire que, d'ici là, ça puisse encore changer? Non. Là, il faudrait entrer dans un accord politique qui intégrerait tout le monde, à savoir Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé, Noël Akossi-Benjo, et tous ceux qui ne figurent pas sur la liste électorale. Vous y croyez? J'en doute fort. J'en doute fort. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un plan B, un plan C et un plan D. Quand le PDCI et M. Thiam dénoncent avec d'autres partis d'opposition une justice aux ordres pour l'écarter du scrutin présidentiel, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en ce qui concerne son élimination par radiation sur la liste électorale, quand on regarde notre loi, ce n'est que la pure application de la loi. Donc ce n'est pas un argument que vous reprenez à votre compte? Non, parce que quand on est candidat à l'élection présidentielle, on doit se conformer à la loi. Devenant président de la République, vous êtes garant des lois. On peut dire que la loi est mauvaise, c'est autre chose. Et moi, en me faisant élire, je changerai cette loi qui aujourd'hui est décriée parce qu'elle n'accepte pas la double nationalité en Côte d'Ivoire. Et à l'époque où elle a été votée, au lendemain des indépendances, ça n'avait pas le même sens. Ça n'avait pas le même sens. Aujourd'hui, la grande majorité des nations dans le monde ont adopté la double nationalité. Même les derniers pays en Europe, comme l'Italie et l'Allemagne, ont fini par adopter la double nationalité. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'encore très récemment, on continue à utiliser cet argument de dire la justice est aux ordres, il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots répétés à l'envi? Ça vous inspire quoi, ça? On a vu les mêmes personnes applaudir certaines décisions de justice et râler quand les décisions n'étaient pas favorables. C'est de la mauvaise foi? Donc, on doit respecter notre justice et arrêter de penser que la justice est aux ordres. Qu'est-ce que vous pensez de l'alliance entre le PDCI, conclue entre le PDCI et des partis de gauche au sein d'une alliance qui s'appelle CAP Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est, à votre avis, une stratégie gagnante? Elle est gagnante si l'opposition se réunit autour d'un seul candidat. Mais si on se met tous ensemble et qu'on part tous avec plusieurs candidats, on se fragilise. D'autant que vous avez un parti conservateur, un parti de droite, qui s'allie avec des partis de gauche. Mais est-ce que ce n'est pas l'alliance justement de la carpe et du lapin, ça? Exactement, vous avez des forces centrifuges et au final c'est toujours difficile de s'entendre sur une politique à mettre en place. Alors eux disent que ce n'est pas sur le fond de la politique, c'est sur le processus électoral qu'ils ont fait cette... Bon, une alliance électoraliste est bonne. Après, il faut départager les rôles, mais celui qui l'emporte... Mais si on entre dans quand il y a une majorité... Si par exemple, vous obtenez le soutien du PDCI, est-ce que cette alliance, elle va vous être utile? Est-ce que vous pensez que ça va être un instrument qui va vous aider? Elle sera utile, à partir du moment où le mot d'ordre part dans le même sens. Mais après,
Il faut s'entendre. Pour gouverner, ce serait un peu plus compliqué quand même. Il faut s'entendre là-dessus. Parce que là, je pense que vous avez des options, et on va le voir tout à l'heure, qui sont un peu différentes quand même de tous les autres. Bon, certainement, si l'idéologie fonctionne, oui. Évidemment. Vos adversaires au sein du PDCI ont dit que vous avez cherché à déstabiliser le parti de l'intérieur. Or, lors de votre conférence de presse, on a pu voir assise au premier rang Madame Yapo, qui est la personne qui a déféré le PDCI-RDA devant la justice pour contester une sanction qu'elle avait eue, mais aussi par la même occasion la légitimité de l'élection du président Thiam à la tête du parti. Donc apparemment, elle vous soutient. Est-ce que vous l'avez soutenue dans ses démarches judiciaires? Judiciaire, non. Ça, c'est son initiative propre. C'est elle qui a été attaquée et qui a riposté. Voyez-vous, au lieu de chercher l'union dans le parti, il y en a qui ont pensé qu'il fallait agir par élimination pour pouvoir monter. C'était une très mauvaise stratégie. Surtout que, personnellement, j'avais demandé un cadre de discussion pour qu'on s'accorde. Donc, j'ai quand même ouvert la porte. Et personnellement, en guise de réponse, j'ai reçu une convocation au même conseil de discipline. Qui après a été annulée. Qui après a été annulée parce qu'ils se sont rendus compte que j'avais préparé une défense assez forte. Et qui pouvait, avant Madame Yapo, poser des problèmes. Alors aujourd'hui... Et vous remarquerez que tous les avocats en question, présidente du conseil de discipline, avocats du PDCI, disparaissent un à un. Parce qu'ils connaissent très bien la vérité. Aujourd'hui, M. Thiam, c'est aussi une vérité, s'est mis en conformité avec la loi sur la nationalité. Ça, il a fait ça au mois de mars. Il a démissionné de son poste de président au mois de mai et un congrès électif a été convoqué dans les 24 heures pour le réélire à la tête du PDCI-RDA et je crois qu'il a obtenu un score de 99%, quelque chose comme ça. Comment est-ce que vous appréciez toutes ces manœuvres, je ne veux pas être péjoratif, enfin tous ces mouvements juridiques qui se sont... Mais c'était des manœuvres, voilà. Oui, mais c'est un peu péjoratif, moi je ne peux pas... C'était des manœuvres qui n'ont aucune légitimité et qui ont conduit le professeur Maurice Kakogi-Kawe à démissionner. Donc on a tous vu, on ne pouvait pas... Donc vous ne pensez pas qu'aujourd'hui il est bien élu et en conformité avec la loi, le président Thiam? Avec des urnes dans des domiciles, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Donc si je vous demande, est-ce qu'aujourd'hui le président Thiam était bien élu? C'était même ridicule. Et légitime à la tête du parti, vous dites quoi? Je dirais que non, justement. Et c'est le problème depuis le départ. Et ça perdure. Et tout simplement, et ça perdure. Vous savez, en informatique, on dit garbage in, garbage out. Déchets à l'entrée, déchets à la sortie. À partir du moment où les choses ont été mal posées au départ, on ne peut avoir que des déchets à l'arrivée. Et c'est pour ça qu'on court après des formes de régularité qui sont impossibles. Voilà le vrai problème. Plaçons-nous donc dans la perspective de cette campagne présidentielle. Face à vous, vous vous attendez à concourir contre qui? Contre tous ceux qui seront candidats. D'accord, et plus précisément déjà, vous en avez pas mal qui sont déclarés, qui sont donc des concurrents. Ensuite, ce que tout le monde attend, c'est le candidat que le RHDP va se choisir, qu'on ne connaît pas encore. Il y a beaucoup de, et vous pensez que ce sera il y a beaucoup de suppositions. Est-ce que le président va repartir? Est-ce que le parti va présenter quelqu'un d'autre? Honnêtement, ce n'est pas à moi de me prononcer là-dessus. Moi, je me prépare à une bataille électorale et je ferai tout pour l'emporter, quel que soit le candidat que j'aurai en face. La liste électorale définitive vient d'être publiée début juin. Est-ce que vous regrettez l'absence des figures de la vie politique que nous avons citées tout à l'heure, ou est-ce qu'au final ça vous arrange un peu aussi? Je ne peux pas dire que ça m'arrange, hein. Tout simplement parce que je pense, en toute honnêteté, que l'élection de 2025 est l'élection d'une autre génération. Une toute nouvelle génération de leaders, celle qui n'a pas servi, travaillé, connu le président Félix Houphouët-Boigny dans sa période professionnelle. Donc, il est grand temps que l'on bascule sur cette génération, et j'en fais partie.
Donc, vous avez le président Laurent Gbagbo qui est éliminé. Éventuellement, si le président Ouattara se présente, ils ont connu le président Houphouët. Donc, pour moi, les Ivoiriens veulent tourner une page. Il y a la question de Charles Blé Goudé et de Guillaume Soro qui sont éliminés. Je regrette naturellement que tous aient été éliminés, tout simplement parce que dans un souci de réconciliation nationale, il aurait été bien que tout le monde puisse compétir. Et Thiam ? Mais le problème de Tidiane, c'est que lui, par contre, il est légalement éliminé. Les autres peuvent arguer d'une élimination politique en disant on aurait pu nous gracier et nous amnistier pour qu'on soit sur la liste électorale. Ça, c'est autre chose. Mais encore une fois, l'article 48 interdit à Tidiane Thiam d'être candidat. Et tant qu'on ne change pas l'article, il ne peut pas être candidat. Vous vous présentez comme la seule alternative crédible pour le pays. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Je suis candidat. Je sais que j'ai un bon projet de société et les Ivoiriens connaissent mon honnêteté intellectuelle. Je sais que je peux changer la Côte d'Ivoire en profondeur. C'est pour ça que je le dis. Ce n'est pas pour dire oui, je suis meilleur que les autres, non. Et qu'est-ce qui, dans votre parcours, dans votre ADN, dans votre expérience, font que vous vous sentez les armes pour être à la tête d'un État comme la Côte d'Ivoire ? Alors, regardez mon expérience. Elle est d'abord économique dans le monde des affaires et elle est ensuite politique dans la gestion de la chose publique. Et dans cette gestion de la chose publique, j'ai toujours été confronté à une différence d'approche avec ceux qui sont présents et toujours le pouvoir en place. Pour pouvoir changer les choses en profondeur, prenez les manettes vous-même. J'ai été maire, j'ai été président de la Chambre de commerce et d'industrie, j'ai été ministre, président du conseil régional, député et également des fonctions politiques à l'international dans le monde des chambres de commerce et d'industrie. Une expérience à la fois politique, une expérience dans la gestion de la chose publique, dans la gestion de la chose privée. Donc vous connaissez mieux les attentes des Ivoiriens, le vécu des Ivoiriens, que le politique habituel. Et je veux faire des choses. J'ai déjà un prénom, j'ai déjà un nom, j'ai déjà une situation économique avantageuse. Je ne cherche pas à m'accomplir par un poste politique. C'est toute la différence avec de nombreux candidats. Vous parlez... Mon ambition, elle est noble, elle est pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Vous parlez alors je vous cite, d'une vision audacieuse tournée vers l'avenir, d'un cap clair pour les générations à venir, de votre engagement pour une Côte d'Ivoire unie, prospère, équitable, où chaque citoyen trouve sa place et sa dignité. Bon, tout ça, ce sont des mots assez génériques. On va essayer de voir ce qui se cache derrière tout cela. Quelles seraient les priorités de l'action du président Billon ? D'abord, la réconciliation nationale. Alors... Ah, encore. Tout le monde se dit, mais pourquoi parle-t-il de réconciliation nationale ? Parce que les Ivoiriens n'ont plus confiance en leur système. Les Ivoiriens n'ont plus confiance en leurs institutions. Les Ivoiriens n'ont plus confiance en leur société. Mais ça, ce n'est pas la réconciliation entre les Ivoiriens. C'est la réconciliation entre les Ivoiriens et l'État, on va dire, ou le monde politique. Alors, je ne vous parle pas d'une réconciliation entre acteurs politiques, parce qu'ils finissent toujours par s'entendre et s'affronter. Donc ça, c'est le propre des acteurs politiques. Mais il faut que les Ivoiriens se réconcilient avec leur système. C'est pour ça qu'il va falloir avoir des institutions crédibles, qu'il va falloir lutter contre la corruption, il va falloir transformer les régulateurs sociaux que sont la justice, la police, la gendarmerie. Que l'Ivoirien se dise « je suis protégé », que l'Ivoirien se dise « je suis dans un monde équitable », qu'un Ivoirien puisse se dire « ce n'est pas parce que j'ai une opinion politique différente du leader que je vais perdre mon emploi ou que ma promotion va être stoppée ». Le comportement des politiques de ces 50 dernières années, malheureusement. Vous pensez qu'une nouvelle génération peut avoir un comportement différent par rapport à la chose publique ? Oui, bien sûr. Et je pense que cette nouvelle génération le souhaite.
Je veux dire, de nouvelle génération de dirigeants. Hein. Oui, mais ça, c'est au leader d'impulser cela. Et moi, je suis celui qui va impulser cela. Alors, on voit à peu près l'axe dans lequel vous allez. Si vous deviez décliner 2-3 mesures emblématiques, concrètes, que vous pourriez porter pendant cette campagne et qui parlent aux oreilles des Ivoiriens, qu'est-ce que ce serait? Alors, déjà, dans mon discours, certains m'entendent parler de préférence nationale et de nationalisme économique. Certains se disent, mais est-ce que c'est pas xénophobe? Est-ce que c'est pas pour chasser? Ça sonne bizarre. Ça sonne bizarre. Ouais. Vous pouvez expliquer ça? J'allais venir là-dessus. Mais je vais vous dire, vous ne pouvez pas bâtir une nation forte sans que ses nationaux soient économiquement forts. Mais ça se concrétise comment cette affaire de préférence nationale économique? Ça se concrétise à l'Ivoirien d'abord. D'abord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une nationalité ivoirienne, vous en faites partie. D'une part. Dans un état de droit, on ne regarde pas la religion. Laissez-moi terminer, laissez-moi y aller. Et je dis clairement, je vais pratiquer la préférence nationale. Les entreprises ivoiriennes d'abord, dans des choix stratégiques, dans les pans de notre économie, dans les grands secteurs. Oui. Dans les appels d'offres. On va favoriser le nationalisme, on va favoriser l'entreprise ivoirienne. Y compris les PME? Encore plus les PME, qui doivent être accompagnées, protégées et soutenues. Alors, si je ne suis pas ivoirien, je peux créer une entreprise en Côte d'Ivoire avec vous? Oui, bien sûr. Mais il faut qu'il y ait un actionnaire majoritaire ivoirien. Majoritaire ou minoritaire, mais ce serait mieux d'avoir un partenaire ivoirien. Et quel est le but de ça? De tout ça, hein, de votre idée de la préférence nationale? D'enrichir la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. C'est eux qui doivent être économiquement forts. Quand vous êtes en France, qui sont les premiers dans les secteurs économiques français? Ce sont des Français. Quand vous êtes aux États-Unis, qui sont les premiers? Des Américains. Quand vous êtes en Allemagne, qui sont les premiers? Des Allemands. Et en Côte d'Ivoire? Et en Côte d'Ivoire, il y a des pans entiers où les Ivoiriens sont complètement absents. Au profit d'eux? Avec Bion, ça va changer. Au profit d'une concession qu'on a donnée à une entreprise étrangère. Je préfère avoir un Ivoirien en face de moi, quitte à lui de s'associer à un partenaire financier ou technique qui l'accompagne pour réussir sa mission, mais au moins j'ai un Ivoirien en face de moi. Au moins je sais qu'il y a un chiffre d'affaires qui reste. Au moins je sais qu'il y a ces revenus qui sont réinvestis pour sûr. Et comment est-ce qu'on fait pour ne pas franchir la frontière de la xénophobie avec de tels slogans? Mais parce que vous ne discriminez pas, vous n'empêchez pas une entreprise étrangère de s'installer. Elle a tous ses droits. Elle peut réaliser ses profits et tout. Quel style de gouvernance? Mais il y a plein d'autres secteurs dans lesquels elle pourrait aller, plutôt que bénéficier d'une concession de 10, 15, 30 ans. Quel style de gouvernance vous souhaitez incarner, vous, Jean-Louis Billon? Alors, je serai celui qui va mettre fin à l'impunité et qui va lutter contre la corruption, qui gangrène la société ivoirienne. Allons-y sur la corruption. Qu'est-ce que vous avez comme idée pour lutter contre la corruption? Mettre fin à l'impunité. C'est ça. Ok. Donc vous pensez que, bon, il y a eu quelques DG qui ont été sanctionnés, mais vous pensez que ce n'est pas suffisant? On a une corruption qui est confiscatoire en Côte d'Ivoire. Et je pense que sur ce coup-là, le président Alassane Ouattara a baissé les bras. Il a dû se dire, mais est-ce que vous pensez qu'il n'a pas fait assez? Et vous savez, ou est-ce que vous pensez qu'il n'a pas pu faire assez? Parce que c'est un peu... Il y a un jeune homme qui m'a posé la question lors d'une visite à Koumassi, et qui m'a dit, est-ce que vous vous sentez capable de remettre en question toutes ces mauvaises habitudes qu'on a prises en Côte d'Ivoire? Toute cette corruption qui est installée, tellement elle est... Et vous vous sentez capable? Oui, je m'en sens capable. Pourquoi? Je m'en sens capable, tout simplement. Bon, vous avez été à la tête d'un département ministériel, le commerce, qui est quand même un lieu où il y a des possibilités de corruption. Est-ce que vous avez fait reculer la corruption quand vous étiez à la tête? Oui, ils pourront vous le dire. Oui? Ils pourront vous le dire. En faisant quoi? Mais en sanctionnant? En sanctionnant, en relevant des directions régionales intégralement, en les remplaçant du jour au lendemain, et en sanctionnant les personnes. Donc, et ça s'est arrêté. Pour vous, c'est une question de détermination. Et de gouvernance.
Je vous repose la question par rapport au président Ouattara, parce qu'il a essayé par beaucoup de bouts de lutter contre la corruption, en créant pas mal d'institutions. Bon. Mais est-ce que vous trouvez qu'il n'a pas fait assez, ou est-ce que vous trouvez qu'il n'a pas pu faire plus? Ah ben ça, il faudrait lui poser la question. Mais en tant ce que moi je constate, c'est que cette corruption est encore présente et qu'il faut lutter contre. Et il y a aussi, c'est devenu une habitude telle qu'on bascule de la corruption à la conclusion. C'est-à-dire que là, c'est pire. Vous avez quelqu'un, un agent de service public qui est payé pour une fonction, pour un service donné, et qui, pour rendre ce service, vous demande un paiement. C'est ça. Y compris même pour 2000 francs pour faire un papier à la mairie. Exactement, exactement. Donc là, c'est pire que tout. Et regardez, quand on se plaint du coût de la vie en Côte d'Ivoire, c'est tout ça qui, mis bout à bout, que le commerçant traduit dans le prix qu'il donne. Alors, au temps de l'alliance du PDCI avec le RHDP, vous avez participé à des gouvernements du président Ouattara. Est-ce que vous reconnaissez des mérites à son action? Est-ce que vous endossez une partie de son bilan? Mais nous, PDCI, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Attention, hein, je ne dis pas que le président Ouattara n'a rien fait, et que, puisque nous y avons participé. Hein, et nous y avons participé pendant presque 10 ans. Donc on était présent, le PDCI était présent les 3/4 du temps. Donc oui, il y a des choses qui ont été faites. Mais moi je dis... Dans ce bilan, moi, je dis, vous endossez ce que vous estimez être positif, quoi, par exemple? Non, on endosse tout, le positif et le négatif. Faut pas non plus se désolidariser de l'ensemble de l'action pendant qu'on était présent. Hein. Donc pour ce coup-là, on endosse tout, le positif et le négatif. Mais en sortant, on dit, bon, on n'est plus d'accord avec la manière dont les choses sont faites. On veut proposer mieux. Et moi, je sais que je peux proposer mieux. Je sais que je peux mieux faire. C'est pour ça que je prends une image un petit peu ironique en disant, d'accord, on a une Formule 2, mais moi je peux en faire une Formule 1. À l'inverse, donc, qu'est-ce que vous critiquez dans les résultats ou la méthode de travail du pouvoir actuel? Qu'est-ce que vous feriez différemment? Bon, voyez-vous, on a une croissance économique avérée, mais qui est essentiellement tirée de l'investissement public. Il faut plus d'investissement privé. Et pour ça, il faut donner au secteur privé un environnement général beaucoup plus avantageux. Qui s'est beaucoup amélioré quand même. Quand même, on a toujours une forte pression fiscale, quoi qu'on dise. On a toujours des tracasseries administratives trop importantes. Ça peut s'alléger? Ça peut s'alléger, ça doit s'alléger. Et l'environnement... pour ceux qui sont dans l'industrie, avec des zones industrielles qui ne sont pas bien gérées. Vous voyez, aujourd'hui, à Abidjan, les zones industrielles traditionnelles sont saturées, il n'y a plus de place, donc on construit des industries sur l'autoroute du Nord. C'est une aberration. Comment on fait donc, il faut repenser tout ça. Comment on fait pour créer, pour développer ce tissu d'entreprises intermédiaires, petites et moyennes entreprises, qui sont très créatrices d'emplois et qui sont créatrices d'activités. Comment est-ce qu'on fait pour développer ce secteur? Pas forcément de l'industrie, mais de l'industrie, du commerce, de tout ça. Vous savez, dans le domaine des entreprises intermédiaires. Il y a de très grosses boîtes, il y a beaucoup de petites. Quand j'étais au ministère du Commerce, j'avais en charge les PME. Et j'ai fait voter la loi sur les PME. Et adopter le plan Phoenix, qui est le plan de promotion, de soutien aux petites et moyennes entreprises, avec comme corollaire une agence PME de créer. Elle s'arrache toujours la tête pour trouver des financements. Mais dans le cadre de ce plan, il y avait quand même un fonds à mettre en place. Ce n'est pas quelque chose que j'ai sorti d'un chapeau magique. C'est emprunté aux États-Unis, au Japon, de nombreux pays de l'Union européenne. Ce sont des modèles qui existent. Ce sont des modèles qui existent.
Il ne faut pas croire que toutes les PME américaines, allemandes, japonaises ont été fortes de naissance. Non, elles ont été soutenues, elles ont été accompagnées, elles ont été protégées. Et c'est ce que je me propose aussi de faire d'aller au bout de ce que vous aviez entrepris d'une certaine manière. Et me propose de faire dans la préférence nationale. Je me dis, il faut les soutenir. D'accord. Est-ce que vous vous présentez contre le président Ouattara et son bilan? Lui va défendre son bilan. Moi, je vais défendre un projet de société qui va améliorer le sort des Ivoiriens. Alors justement, vous parlez ce sera, comment vous dire, moins de béton et plus d'humain. Ah, c'est drôle, c'est une formule que j'ai déjà aussi entendue avec le préfet Toby. Mais ah bon, il a dit, je vais même pas même chose. Voilà. Lui, il a dit mettre de l'humain dans le béton. Ah, ok. C'était ça. Vous parlez justement d'une Côte d'Ivoire plus solidaire, où chacun trouve sa place. C'est ce que vous venez de dire juste avant. Alors, on fait ça comment pour rendre cette croissance plus inclusive, comme on dit, pour que chacun en bénéficie? Mais déjà, quand économiquement je vous parle de pratiquer la préférence nationale et de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'Ivoiriens impliqués dans la chose économique, il y aura forcément un ruissellement des richesses beaucoup plus prononcé que ce que nous vivons en ce moment. Alors vous parlez de ruissellement, c'est une théorie... Mais on va aller plus loin que ça. Ouais. On va aller plus loin que ça. L'accès au financement pour les PME, pour les entreprises en général. Nous avons un système financier sous-régional qui repose sur le franc CFA et le système de notre Banque centrale et de l'UEMOA. Mais bon, je ne rentre pas dans le débat aujourd'hui sur le franc CFA. Ah, je vais vous y emmener tout à l'heure. Puisque il est amené à évoluer et à devenir l'éco. Mais le système financier en lui-même, avoir des taux qui sont compétitifs, avoir accès aux moyens et long terme. Quand je travaillais aux États-Unis d'Amérique, l'usine dans laquelle je travaillais avait été financée à plus de 150 millions de dollars sur 30 ans en leasing. Sur 30 ans en leasing. Ça n'existe pas. Voilà. Donc il faut qu'on repense cela et qu'on puisse avoir accès à ces modes de financement ici en Côte d'Ivoire. Et vous allez voir qu'on peut faire des miracles. Et rendre cette économie plus bénéfique à tous les Ivoiriens? Bien sûr, et plus compétitive. Avoir plus d'Ivoiriens qui travaillent. Alors et ça va augmenter leur pouvoir d'achat, parce que vous m'avez posé la question aussi toujours sur mon projet de société. Il faut bien comprendre derrière cela que c'est la création d'emplois qui est l'objectif. Plus d'emplois. C'est la première préoccupation des Ivoiriens. Vous posez la question, la première préoccupation des Ivoiriens, c'est l'emploi. Alors, vous venez d'y faire un tout petit peu référence. Il y a quand même une grande différence entre vous et le président Ouattara, c'est que vous vous prononcez pour la sortie du franc CFA. Et d'abord, pourquoi? Et puis, on le remplace par quoi? Alors, je sais qu'il y a des projets de éco. Alors, le franc CFA est décrié depuis pas mal d'années. Et moi, je l'ai critiqué en 1995 lors d'un débat devant Charles Konambani, qui était gouverneur de la Banque centrale. Bon, la polémique sur le nom, avec les relents coloniaux, on en sort puisqu'on va avoir l'écho. Mais je ne critique pas le franc CFA pour le plaisir de critiquer. Il existe des avantages, monnaie unique, monnaie stable, inflation maîtrisée, monnaie forte. Ça aide quand vous avez la facture énergétique à payer. Mais c'est essentiellement... et il y a un lissage sur l'ensemble des pays qui encaissent les crises, parce que nous, on a eu... Donc le franc CFA a ses avantages quand même. A ses avantages quand même. Ensuite, mais il n'est pas convertible. Il n'est pas convertible à l'étranger. Une vraie monnaie, quand vous promenez avec vos dollars, vous arrivez à Francfort, vous changez vos dollars contre des euros. Moi, j'aimerais bien pouvoir voyager avec moi, mes francs CFA et les changer en dollars, en euros, n'importe où dans le monde. Ça, c'est un avantage que le franc CFA a perdu il y a pas mal d'années, au moment de la dévaluation. Ensuite, je voudrais qu'on puisse avoir, et je parle de système financier,
Je voudrais qu'on puisse avoir la possibilité d'ouvrir des comptes en devises ici, en Côte d'Ivoire ou dans n'importe quelle zone de l'UEMOA, comme je peux le faire au Ghana dans le cadre de mes affaires. Ensuite, je voudrais qu'elle soit moins rigide, parce qu'indexer à l'euro brutalement comme ça lui apporte certainement une stabilité. Mais bon, toutes les fluctuations économiques que l'on peut connaître et la compétitivité de la monnaie disparaît. Donc elle ne reflète pas véritablement nos économies propres. Pour en garantir la stabilité, mettons en place un panier de monnaie dans lequel nous restons et nous Donc chaque évoluons. État participe. Voilà. Chaque État. Non, le panier avec l'euro, le dollar et quelques monnaies asiatiques pour ne pas sortir d'accord. Vous avec mettez un système de serpent monétaire. Voilà. Alors, vous avez employé un mot de ruissellement tout à l'heure. C'est typiquement une réflexion libérale. Hein. Vous êtes un libéral en économie, puisque il y a des leaders qui tirent l'économie et puis leurs bénéfices à eux ruissellent dans le reste de la société. Alors, je voulais vous demander, vous, qu'est-ce que vous voyez, quel est le rôle de l'État dans la société ivoirienne et dans l'économie ivoirienne telle que vous la souhaitez? Il doit faire quoi, l'État, là-dedans? L'État doit garantir la sécurité, d'abord. Et c'est cette sécurité qui nous apporte la stabilité. Il n'y a pas de croissance économique sans sécurité. Et paradoxalement, il n'y aura pas de sécurité sans croissance économique. Donc il faut garantir la quiétude économique. Donc on est sur le régalien. On est sur le régalien. Pas de rôle économique? Je vous ai dit qu'en ce moment, la croissance est tirée par l'investissement public. L'investissement public a son utilité. Donc oui, l'État a un rôle économique et la Banque centrale aussi avec les taux directeurs. Donc, il faut que nous ayons une Banque centrale beaucoup plus communicante, qui donne des orientations économiques qui aident l'ensemble du monde économique à mieux performer. Un État stratège qui donne les grandes orientations? Ensuite le monde économique doit avoir dans son environnement une santé de meilleure qualité, des écoles de meilleure qualité. Parce que quand vous vous installez dans un pays, je pense aux investisseurs étrangers ou même aux investisseurs nationaux, et que vous devez envoyer vos enfants par faire leur formation ailleurs, c'est une lacune. Ça doit être un luxe ou un petit plus, mais pas une nécessité. Et quand vous devez aller vous soigner à l'étranger, ça doit être un petit plus, mais pas une nécessité. Donc vous maintenez l'État sur le régalien et l'organisation de l'environnement en général. Mais par exemple, le plan, c'est l'outil sur lequel le gouvernement, l'État sous M. Ouattara s'est appuyé pour développer. L'État est en charge du développement. Et ce développement, c'est l'ensemble des infrastructures utiles à tous. Et c'est dans ce cadre. Donc ça, vous gardez. C'est dans ce cadre, bien sûr, que nous avons un plan. D'accord. Alors vous avez annoncé entamer une grande tournée, je vous cite, grande tournée à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que vous allez chercher au contact des Ivoiriens durant les semaine qui viennent? Quand on dit grande tournée, en fait, nous sommes dans la pré-campagne. C'est ça. Donc qu'est-ce que vous allez voir? Le pays sera visité dans son intégralité et je vais exprimer ce que je compte faire pour les Ivoiriens. Partout où je vais, j'ai pris par avance les préoccupations des personnes dans les différentes régions. Donc vous allez faire des déplacements thématiques pour annoncer votre programme? Non, le déplacement, la thématique, c'est Jean-Louis Billon et son projet de société. Mais vous êtes issu d'une... Rencontrer et échanger avec les Ivoiriens. Vous êtes issu d'une famille d'industriels. Est-ce que vous comprenez vraiment les préoccupations, les problèmes des Ivoiriens? Oui, bien sûr, puisque je les embauche. D'accord. Donc depuis le plus petit employé... Comme l'autre jour, vous étiez fait un petit peu coincé sur le prix de l'huile et tout ça, bon. Non, je n'ai pas fait coincer, je n'ai pas voulu répondre, ce n'est pas la même chose. Ah. Je suis producteur d'huile. Alors, il y en a qui ne savent pas une chose. Vous connaissez le coût de revient. Voilà, exactement. Et si j'en parle, je dois faire très attention
Parce que pourquoi vous n'avez pas voulu répondre alors? je peux me mettre dans une position de price fixing, de fixation de prix. Il faut faire attention à... Ah oui, il y a une autre implication, vous voulez dire. Une autre implication, voilà. Donc, je comprends. Mais donc, vous pensez qu'il n'y a pas une distance? Est-ce que vous vous sentez suffisamment proche des Ivoiriens pour les comprendre et les représenter? Oui, bien sûr. Mais, le fait de les embaucher, c'est suffisant? Bon, vous êtes le plus gros employeur du pays, on le sait. Vous ne faites pas que les embaucher. Ouais. Vous parlez avec eux, vous échangez avec eux, vous avez leur vécu. Quand ils ont des fins de mois difficiles, que vous demandez une rallonge, vous le savez. Quand un employé qui habite très loin de son lieu de travail et qui met 4 heures de route, qui se réveille aux aurores pour arriver à être à 7h30 au travail, et quand il part, qu'il a encore 2-3 heures de route pour rentrer chez lui, vous connaissez leurs préoccupations. Je voudrais terminer sur le climat de cette campagne qui s'ouvre. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce qu'il vous inquiète? Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de dérapage? Bon, ce sont des mots pour l'instant. Ouais. Ce sont des mots un peu durs. Il y a toujours le risque de dérapage. Ce qui m'inquiète, c'est que tous les 5 ans, on se retrouve dans un climat électoraliste qui inquiète les Ivoiriens et qui inquiète le monde économique. Et le monde économique, avec les banques, tout va se figer là, dans quelques jours, pour attendre le dénouement électoral. C'est-à-dire qu'aucun investissement ne sera fait, l'économie se met à l'arrêt. Aucun prêt ne sera accordé par les banques, hein, donc vous ne pourrez pas emprunter, tout simplement parce qu'on va attendre le dénouement. Alors que quand vous êtes dans une des grandes démocraties de ce monde, la vie continue. Et on sait que les choses se passeront bien, quoi qu'il advienne. Et nous, malheureusement, en Côte d'Ivoire, on a toujours eu des élections un peu en queue de poisson. Enfin, les derniers propos d'estrade, par exemple, de M. Gbagbo, soyez prêts pour la bagarre. Ils veulent qu'on se bagarre, on va se bagarrer. Ou alors on fera tout pour que Ouattara ne soit pas candidat à une 4e fois. Comme je dis, ce sont des mots, mais ce ne sont pas des mots apaisants quand même. Non, ce ne sont pas des mots apaisants. Mais, vous les condamnez ou pas? Je pense que les Ivoiriens, aujourd'hui, aspirent tous à la paix. Les Ivoiriens en ont marre des querelles entre acteurs politiques. Vous ne les voyez pas se laisser entraîner dans un truc comme ça? Non, c'est fini. Ça c'est terminé. Les Ivoiriens que moi je connais, ils veulent bosser, un emploi, un revenu, et puis surtout un emploi stable. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie, Monsieur Billon. Vraiment, merci de nous avoir accordé cet entretien. Le premier, après l'annonce officielle de votre candidature à l'élection présidentielle. Nous aurons bien sûr le plaisir de vous retrouver tout au long de cette campagne. Je vous dis donc à bientôt. Merci de votre écoute et de votre attention. À la prochaine fois.